Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Clément Caudron. Donc, bonjour Clément. Tu es diplômé de l'École centrale de Lille et ingénieur en aéronautique. Tu as également étudié la physique et l'économie et tu te passionnes pour les questions écologiques et politiques. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet, donc, de l'écologie. Dans tes livres précédents, donc notamment Système contre système en 2017 et Reconstruction en 2020, tu développais une proposition globale imaginant ce que pourrait être un système politique et économique radicalement différent du système actuel. Tu es aussi membre fondateur du groupe de réflexion chapitre 2, dont fait également partie Aurélien Bernier que nous avons reçu récemment, et avec lequel tu as coécrit donc La gauche à l'épreuve de l'Union européenne en 2019, un ouvrage prenant une rupture avec le cadre néolibéral européen. En 2022, tu as sorti le livre « Il est urgent de ralentir, manifeste pour une écologie rationnelle et émancipatrice », donc dont on va parler aujourd'hui, et dans lequel tu réponds à de nombreuses questions qu'on se pose ou qu'on devrait se poser si on souhaite apporter des solutions sérieuses à la question écologique. Alors la première question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre et quel manque vient-il combler ? Bah, du coup, tu l'as un petit peu dit en présentant mon parcours. Moi, j'ai un pied dans le côté scientifique et technique, de par ma formation et de par mon métier, et un pied dans le militantisme et dans l'activité intellectuelle. Et j'avais envie de faire le pont entre les deux, en fait, sur la question écologique. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des gens, notamment dans le milieu ingénieur, qui ont tendance à aborder la question énergie-climat uniquement sous l'angle technique, uniquement sous l'angle de il y a tel constat scientifique et telle solution technique pour y répondre. Et sous-entendu, on est tous dans le même bateau à chercher une solution technique à un problème technique. Alors que la question écologique, elle est évidemment foncièrement politique et économique. Et à l'inverse, on peut avoir dans le milieu militant des gens qui effectivement vont aller directement sur cette dimension politico-économique, en se détachant peut-être un petit peu des fois de certains constats scientifiques ou de certaines possibilités qu'offre quand même la technique. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu ce pont-là, et le bouquin, dans sa structure, reflète ça, puisque tu as une première partie, en gros il y a 4 parties, une partie qui est le constat scientifique sur la question écologique, une deuxième partie qui est les solutions techniques, ce qu'elles permettent et ce qu'elles ne permettent pas, parce que la technique a aussi ses limites dont il faut être conscient. Une troisième partie qui explique précisément que ce n'est pas qu'un sujet technique, mais que voilà, que ça implique aussi une rupture politique et économique avec le système actuel, le néolibéralisme, la mondialisation, l'Union européenne, etc. Et puis une quatrième partie qui dit, au-delà de la transition écologique un peu classique, qui est déjà une grosse rupture en soi, si on se met à réfléchir à la réduction des volumes produits et consommés, donc ce que certains appellent la décroissance, que moi j'appelle la décélération, et ben là, comment ça se passe concrètement? Et là on va évidemment sur des ruptures encore plus profondes, notamment avec le capitalisme. Donc voilà comment c'est structuré, donc c'est un peu cette idée-là, d'être un pont entre le scientifico-technique et l'économico-politique. D'ailleurs, ce qui est intéressant, donc, comme tu l'expliquais au début de ton livre, tu fais des grands constats sur la situation actuelle, en essayant d'être le plus objectif possible, en reprenant toutes les études qui existent sur le sujet. Est-ce que tu peux nous présenter donc à grands traits les principaux problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés à l'heure actuelle et nous préciser un petit peu les échéances critiques, les différents seuils qu'on risque d'atteindre assez vite? Ouais, alors c'est toujours ça qui est un peu compliqué avec la question écologique, c'est qu'en fait c'est un ensemble de sujets très vastes, assez différents les uns des autres. Donc moi souvent je dis, pour classer les choses, il y a 2 grands ensembles de problèmes. Il y a les problèmes de pollution d'une part, et il y a les problèmes d'épuisement de ressources d'autre part, qui sont 2 trucs assez indépendants en fait d'un point de vue logique. On pourrait très bien avoir l'un sans l'autre. Il se trouve que nous, pas de chance, on a les 2 à la fois. Donc les problèmes de pollution, c'est quoi? C'est notre activité économique génère des sous-produits indésirables qui se retrouvent dans l'environnement et qui peuvent nuire à la santé humaine ou à celle des écosystèmes. Et donc là-dedans, on a des pollutions locales. Par exemple, la pollution de l'air due aux particules fines, par exemple dans les villes. La pollution de l'eau, notamment la pollution plastique, la pollution des sols par exemple due à l'usage des pesticides. Donc ça c'est des pollutions locales, dans le sens où les dégâts sont causés à proximité de là où la pollution a été émise. Mais tu as aussi, toujours dans les pollutions, des pollutions globales. Et donc là, alors il y en a plusieurs, mais la principale qui vient à l'esprit évidemment, et on va détailler ça après, mais c'est le réchauffement climatique. C'est-à-dire que on émet des gaz à effet de serre, notamment du CO2,
typiquement quand on brûle des combustibles fossiles, ça s'accumule dans l'atmosphère et ça a tendance à réchauffer et à dérégler le climat. Voilà, tout ça, c'est les problèmes de pollution, et après, tu as un autre grand ensemble de problèmes, c'est les problèmes d'épuisement de ressources. Et là, c'est le fait que dans les ressources qu'on consomme en entrée de notre activité économique, se trouvent des ressources qui ne sont pas renouvelables, ou alors à des échelles de temps bien supérieures à la durée de vie d'une civilisation humaine. Et donc, typiquement, le fossile, donc pétrole, gaz, charbon, ce sont des énergies non renouvelables, donc tu as des stocks disponibles une fois pour toutes dans les sous-sols. Si tu les consommes à vitesse constante, ou pire encore à vitesse croissante, comme on le fait, et au bout d'un moment, tu n'en as plus. Même chose pour les métaux, même chose pour l'uranium. Donc voilà un petit peu les deux grands types de problèmes auxquels on fait face, et on y fait face de front dans la période qui est la nôtre, donc, ce qui fait que la question est très compliquée. Tu parles aussi de biodiversité, c'est un autre sujet important. Ouais, tout à fait, et effectivement, alors qu'il y a un petit peu de transverse avec ce qu'on vient de dire, parce qu'effectivement, l'activité humaine a un impact, donc entre autres sur les écosystèmes, et donc là on a une chute effectivement de la biodiversité qui est bien documentée par ce qu'on appelle l'IPBES, c'est un peu, donc tu sais, il y a le GIEC sur le climat, et l'IPBES c'est un peu l'équivalent sur la biodiversité, et qui décrit bien que depuis les dernières décennies, on est vraiment sur un constat assez catastrophique, alors à la fois en termes de disparition d'espèces, avec des taux extrêmement élevés par rapport aux échelles géologiques. Si on compare ça à des périodes plus reculées de l'histoire du vivant, on est sur des taux d'extinction très élevés. Ceci étant dit, il n'y a quand même pas non plus dans l'absolu beaucoup d'extinctions, mais par contre, il y a vraiment un effondrement des effectifs des populations, assez impressionnant sur les 40 dernières années, et un appauvrissement génétique. Voilà. Et là, donc c'est directement lié à l'activité humaine, parce que l'homme prend trop de place, au sens littéral du terme, par les surfaces qu'il occupe, par les villes, par l'agriculture, etc. Parce qu'il exploite directement le vivant, par la surpêche ou par les exploitations forestières par exemple, parce qu'il pollue avec les pollutions locales, ça on en a parlé, parce qu'il dérègle le climat, donc ça pour l'instant c'est pas le premier facteur de la chute de biodiversité, mais évidemment plus le temps va passer et plus le réchauffement climatique va montrer ses effets, pire ça va être sur ce front là aussi. Et puis il y a aussi la mondialisation qui favorise les espèces invasives, c'est-à-dire que l'intensification des flux commerciaux fait que tu te retrouves avec des espèces invasives qui vont dévaster des écosystèmes, ou du moins des espèces locales. Voilà. Donc c'est différents grands facteurs qui font que la biodiversité est clairement menacée aujourd'hui. Ouais. Et donc en termes d'épuisement des ressources, il nous reste combien d'années à peu près pour les grandes sources d'approvisionnement? Ouais, alors effectivement, oui, j'ai pas répondu à la question du temps en fait, combien de temps il nous reste. Alors évidemment la réponse est très variable suivant les... tu vois, sur la biodiversité, une bonne partie des dégâts est malheureusement déjà derrière nous, mais comme il y a encore assez peu d'espèces qui se sont éteintes, on peut espérer que si on arrête assez vite de faire des dégâts, les populations vont se reconstituer. Sur le climat, il y a un côté beaucoup plus irréversible, c'est-à-dire qu'une fois que tu as mis des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, tu les retires pas comme ça. La nature les en extrait, mais sur des échelles de temps assez longues. Et donc là, typiquement, si on veut essayer de rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique par rapport à l'ère pré-industrielle, on n'a plus que quelques années, 7-8 ans à peu près au rythme actuel. Voilà. Et si on vise l'objectif qui, pour être honnête, est un peu plus réaliste, d'essayer de se limiter à plus 2 degrés, ce qui est déjà beaucoup plus risqué, parce qu'entre 1,5 et 2, il y a vraiment des vrais dérèglements du système climatique qui peuvent advenir. Mais voilà, là si on se fixe ça comme objectif, on a un peu plus de temps, mais enfin ça va venir quand même très vite. Parce que globalement, il faut essayer d'être neutre en carbone à l'horizon de 2050, donc c'est dans une génération, et ça veut dire qu'à cet horizon-là, on n'émet plus rien, donc pas plus que ce qu'on sait réabsorber derrière. Donc comme on ne sait pas réabsorber grand-chose, voilà. Et sur la question de l'épuisement des ressources fossiles, donc là, enfin des ressources en général, mais donc sur les ressources fossiles, c'est clairement là où c'est le plus critique. Donc pétrole, gaz, charbon, alors pétrole et gaz, globalement les prospectivistes annoncent ce qu'on appelle le pic pétrolier, donc c'est le moment où l'offre de pétrole commence à décliner. Pour l'instant ça croît encore année après année, mais le moment où ça commence à décroître pour des raisons vraiment de contraintes géologiques, c'est annoncé pour la décennie à venir, donc ça vient très vite, sachant que toute la mobilité mondiale, tous les transports dépendent exclusivement du pétrole. Voilà, le gaz, le pic gazier, donc l'équivalent pour le gaz, ça devrait suivre à assez peu d'intervalle, parce que souvent les gisements sont un peu
sont un peu similaires. Et par contre, le charbon, là, il en reste encore beaucoup. Ce qui est une mauvaise nouvelle parce que c'est la pire des énergies du point de vue climatique et c'est la pire énergie du point de vue de la pollution de l'air aussi. Donc voilà, ça c'est pas une très bonne nouvelle. Et après sur les, donc voilà sur le fossile et après sur les métaux. Alors là c'est beaucoup plus dur à dire parce que ça dépend de plein de choses. C'est très différent sur les métaux. Mais là aussi on est sur un rythme de consommation de base très élevé. C'est encore accru par le fait qu'il y a des pays qui sont en développement et qui donc pour construire leurs infrastructures consomment beaucoup de métaux. C'est encore accru par la transition numérique qui consomme beaucoup de métaux. Et la transition écologique, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, notamment via l'électrification, va nous amener aussi à consommer encore plus de métaux. Donc, et donc là, les échéances diffèrent suivant les hypothèses, suivant les métaux, mais on peut avoir des contraintes qui arrivent assez vite aussi, typiquement à l'horizon du milieu du siècle. Okay. Sur la question du réchauffement climatique, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit point là-dessus. Donc, parce qu'il y a encore des débats et des gens qui sont climato-sceptiques, et ce qui peut se comprendre. Hein. Donc, est-ce que l'origine anthropique du réchauffement climatique, selon toi, est attestée? Et est-ce qu'il y a des hypothèses alternatives qui seraient valables? Alors oui, aujourd'hui, enfin en tout cas dans la communauté scientifique, ça fait plus vraiment l'objet de débat, dans le sens où il y a un consensus scientifique pour dire que oui, il y a un réchauffement climatique. Donc là, le climat s'est déjà réchauffé d'un peu plus de 1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle, donc par rapport à avant le capitalisme en gros. C'est maintenant bien clair. Effectivement, il y a 50 ans, c'était pas aussi évident parce que quand tu commences à voir une petite hausse, tu te dis est-ce que c'est pas des fluctuations dues à autre chose? Enfin, pour pouvoir distinguer la tendance du bruit, ça c'est sûr que tu sais pas le dire tout de suite. Mais là, on est à un stade où la tendance est clairement distinguable du bruit. On sait aussi clairement dire que c'est le fait de l'homme. C'est-à-dire que, entendons-nous bien, il y a d'autres causes dans l'absolu qui peuvent faire varier le climat. L'histoire de la Terre l'a bien montré, hein, parce que sur des centaines de millions d'années, on a eu une Terre beaucoup plus chaude qu'aujourd'hui, on a eu une Terre boule de glace, au moment où la Terre était entièrement gelée. Donc on a eu toutes sortes de climats, dus à toutes sortes de causes externes. Évidemment, les climatologues le savent bien, parce qu'ils connaissent bien cette histoire-là, et ils savent bien faire la part des choses et dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas ça qui est à l'œuvre. Donc typiquement, les explications alternatives qu'on entend souvent, c'est de dire ça peut être dû à des variations d'activité solaire. Alors effectivement, il y a des variations d'activité solaire et ça peut jouer un tout petit peu, mais quand tu vois l'ampleur du réchauffement, tu dis bah typiquement on s'est réchauffé de 1 degré et la variation d'activité solaire, ça pourrait faire plus ou moins 0,1 degré, quelque chose comme ça. Avec en plus des périodes où l'activité solaire diminue, mais où le réchauffement se poursuit quand même. Et avec le fait que aussi, si le réchauffement s'expliquait uniquement par une augmentation de l'activité solaire, il devrait faire plus chaud simultanément dans toutes les couches de l'atmosphère. Et c'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, c'est que la basse atmosphère se réchauffe, mais la haute atmosphère se refroidit. Et donc par contre, c'est très cohérent avec le fait que tu as des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qui bloquent l'énergie dans les parties basses de l'atmosphère. Et c'est inexplicable avec des explications de type activité solaire. Donc voilà, donc si tu veux, le débat, enfin, si tu vois, il ne faut pas l'interdire a priori, c'est-à-dire que effectivement il y a quelques décennies, enfin, pour moi ces questions étaient complètement légitimes, mais ça a été étudié vraiment en détail. Et avant d'acter qu'il y avait une urgence comme ça, évidemment que les gens se sont posés quand même la question, et ça a clairement été tranché. Un petit mot peut-être pour finir sur cette question, sur le GIEC. Parce que du coup là quand je dis la communauté scientifique, donc c'est le GIEC, qui est le groupe international d'experts sur le climat. En fait le GIEC c'est pas un avis parmi d'autres, tu vois, comme s'il pouvait y avoir d'autres avis. Enfin, en fait le GIEC fait une synthèse. Le GIEC lui-même ne produit aucun travaux en fait. Il fait les rapports du GIEC, c'est une synthèse de la littérature scientifique mondiale. Et c'est une synthèse qui est faite de manière totalement transparente. C'est-à-dire qu'on sait quelles sont les sources. Si tu n'es pas d'accord avec ce que dit le GIEC, tu peux aller quelque part les interpeller. Ils vont te répondre. Donc il y a des auteurs climato-sceptiques qui ont fait ça et qui ont eu une réponse du GIEC, etc. Donc c'est un truc qui est vraiment très transparent. Et c'est pas trois spécialistes dans un coin qui donnent un avis qui serait repris par le système alors que d'autres gens diraient autre chose. C'est vraiment une synthèse de la littérature scientifique. Donc pour moi c'est quelque chose de très très fiable. Et puis dernier élément, quand tu regardes, enfin il y a des sondages qui ont été menés auprès des climatologues. Et on est alors le chiffre traditionnel c'est 97%, mais on est globalement sur toutes les questions entre 90 et 100% de climatologues qui disent que oui il y a un réchauffement climatique, oui c'est sûr que c'est l'homme, oui c'est sûr que c'est grave, oui c'est sûr qu'il faut faire quelque chose quoi. Voilà, donc c'est vraiment très consensuel aujourd'hui. Un consensus important
chez presque tous les scientifiques, ouais, tout à fait. 90%. Tout à fait. On peut peut-être critiquer les préconisations ou les orientations politiques du GIEC à la fin du rapport. Enfin, pas du rapport, mais les orientations politiques. En tout cas, sur le constat, je pense qu'il y a, comme tu le dis, un consensus qui est très solide aujourd'hui. Oui, ça t'as raison de le dire. Alors, on peut juste un mot. Dans les solutions, ils remettent jamais en cause le mode de production et le capitalisme. Oui, ou très indirectement, c'est-à-dire qu'on appelle un peu de sobriété, etc. Mais c'est pas effectivement. Alors, oui, ce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est que le GIEC, en fait, il y a. Là, moi, dans ce que j'évoque, je parle surtout de ce qu'on appelle le groupe 1 du GIEC. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 groupes. Tu as le groupe 1, c'est vraiment des climatologues qui étudient la physique du climat, le réchauffement climatique, ses mesures passées, des simulations pour prédire ce qui serait à l'avenir, etc. Ça, c'est le groupe 1. Le groupe 2, c'est plutôt les conséquences du réchauffement climatique et comment on peut s'y adapter. Donc là, déjà, c'est plus des géographes, des médecins. Donc voilà, c'est des spécialistes qui donnent un avis là aussi de grande valeur, mais on est déjà un peu plus éloigné de la science dure, on va dire. Et la dernière partie, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de limiter le réchauffement climatique en termes de solutions techniques ou autres. Et là, effectivement, c'est plutôt des économistes. Et l'économie étant tout sauf une science exacte et tout sauf une science unifiée, pour le coup, là, évidemment, il y a certains partis pris qui s'expriment et avec lesquels on peut ne pas être d'accord, effectivement. Donc là, dans toute ma réponse précédente, c'était vraiment sur le constat climatique. Okay. Alors, dans ton livre, tu parles de décélération, notamment de la nécessité de ralentir, et de, globalement, qu'on consomme moins, notamment dans les pays occidentaux. Concrètement, quel serait l'effet de cette décélération que tu proposes sur la vie des gens ? Ouais, alors, bon, ce qu'il faut bien dire, c'est que moi, je suis pour vraiment pousser de front 2 ensembles de solutions. Il y a tout ce qui est transition. Donc là, c'est vraiment les solutions technologiques, et on en parlera peut-être après, mais voilà, moi, je pense que c'est quand même une grosse partie de la solution. Il suffit de faire un petit calcul assez simple pour s'en rendre compte, c'est-à-dire que globalement, on parle de réduction très très conséquente de nos émissions de gaz à effet de serre. Typiquement, à horizon 2050, on parle de diviser par 4, voire 10 nos émissions. Si on veut faire ça que par de la décroissance, on va pas diviser notre niveau de vie par 4 ou 10. On voit bien que ça, enfin, même en réduisant les inégalités, ça va poser un problème. Donc une grosse partie du truc doit quand même être fait par de la technique. Mais ce que je pense aussi, c'est que la technique a ses limites. Donc pareil, on y reviendra peut-être, mais et donc miser à l'inverse que sur de la transition par de la technique me paraît risqué, et donc moi j'arrive à la conclusion qu'il faut les deux, et qu'il faut donc aussi une réduction des volumes produits et consommés. Et donc j'arrive à ta question, donc qu'est-ce que ça donnerait concrètement pour le quotidien des gens ? Bah, en fait, 2 conséquences principales. D'une part une réduction des revenus, et d'autre part une réduction du temps de travail. Alors, donc là il faut que je détaille un petit peu. Donc réduction des revenus. Il est évident que si on produit moins, à l'arrivée, on va aussi moins consommer, moins avoir de revenus. Tout ça est une seule et même chose en fait. C'est-à-dire que défendre une décroissance de la production mais dire que tout le monde va gagner pareil, c'est un mensonge. C'est juste une impossibilité logique. Ou alors, si on produit moins mais qu'on consomme toujours autant, ça veut dire que la différence est importée, ce qui est une mauvaise nouvelle d'un point de vue écologique. Donc ça n'a pas de sens. Donc il faut être cohérent. Si on dit qu'il y a une décroissance de la production, il y a aussi une décroissance de la consommation et des revenus qui permettent cette consommation. Ça, faut être clair là-dessus. Une fois qu'on a dit ça, évidemment que cette décroissance des revenus, elle doit absolument pas être homogène, elle doit absolument pas être la même pour tout le monde, ça doit être foncièrement différencié comme processus. Déjà, tu l'as dit, mais ce que pour moi c'est uniquement dans les pays du Nord, il ne s'agit absolument pas de prôner la décroissance dans les pays du Sud, dont le problème principal est plutôt le sous-développement. Donc ces pays-là ont besoin de croissance. C'est des pays de toute façon qui n'émettent quasiment rien en termes de gaz à effet de serre, qui ont une empreinte environnementale très faible. Donc ils ont tout simplement le droit de se développer pour avoir un niveau de vie digne. Donc là, ce dont on parle déjà, c'est que dans les pays occidentaux. Et au sein des pays occidentaux, il ne s'agit évidemment pas d'aller dire à quelqu'un qui est au RSA ou au SMIC qu'il va gagner 2 fois moins. Donc l'idée, c'est de dire, il va y avoir une baisse du revenu moyen. Mais moi, le calcul que j'essaye de faire, c'est de dire jusqu'à quel point on peut faire baisser le revenu moyen, mais sans toucher aux revenus des plus pauvres. Et donc en faisant en sorte que ça soit beaucoup les plus riches et un peu les classes moyennes qui fassent variable d'ajustement. Et donc là, il y a plusieurs façons de faire le calcul. J'en donne une dans le bouquin, c'est quelque chose que j'ai un peu retravaillé depuis, mais en gros, on arrive au fait que si on diminue le PIB, on va dire d'un tiers,
on peut en gros faire ça sans toucher aux revenus de la moitié la plus pauvre de la population, qui gagnerait donc toujours la même chose. Et par contre, c'est les classes moyennes et plus encore les 10%, et puis au sein de ces 10%, on peut affiner, qui feraient variable d'ajustement, et qui donc auraient encore de quoi vivre. Mais voilà, ça permet de dire on réduit le revenu moyen, mais sans toucher aux classes populaires, et donc c'est socialement soutenable, et c'est aussi politiquement faisable, parce que vous avez une moitié de la population qui n'y perd pas, et donc c'est compatible avec la démocratie, quelque part. Ça c'est pour le volet réduction des revenus, et à côté de ça, une autre objection légitime, c'est de dire, bah oui, mais s'il y a moins de production, il va y avoir du chômage, du coup. Quand on a déjà 3 millions de chômeurs, est-ce que c'est une très bonne idée d'en rajouter pour des raisons écologiques? Donc là, évidemment, il ne s'agit pas de ça non plus. Il s'agit de dire, on va réduire le temps de travail en proportion de la réduction du PIB. Donc, par exemple, si on réduit le PIB de 30%, bah, on réduit aussi le temps de travail de 30%. Et là, pour tout le monde, pour le coup. Et donc ça permet de préserver l'emploi. Voilà. Et après, si on se dit, bah oui, mais on veut même aller plus loin, on veut même créer de l'emploi, rien n'empêche de réduire le temps de travail plus qu'on ne réduit le PIB. Et là, comme ça, non seulement on préserve l'emploi, mais en plus on en crée. Et là, on arrive aussi sur des choses qui ne sont pas complètement neutres d'un point de vue politique, parce que réduire le temps de travail, c'est soit à l'échelle de la vie, ça veut dire qu'on part plutôt à la retraite. Donc, bon, je vous fais pas un dessin, mais inutile de dire que les dernières réformes vont pas dans ce sens-là. Ça peut être au niveau de l'année, donc là ça peut être des semaines de congés payés supplémentaires. Là aussi, dans les grandes périodes de progrès social, on a vu l'arrivée des congés payés avec le Front populaire, et puis ensuite des semaines de congés payés successives avec la 5e semaine sous Mitterrand. Là, on pourrait très bien dire, on va sur une 6e ou une 7e semaine de congés payés. Et puis il y a la question de la durée du temps de travail hebdomadaire. Là, on pourrait très bien aller sur la semaine de 4 jours, donc le week-end de 3 jours. Là, pareil, ça correspond plutôt à du progrès social. Et donc, et si je fais la synthèse des deux, ça veut dire que en gros, une moitié de la population gagnerait pareil en travaillant moins, donc aurait à peu près toutes les raisons d'être pour. Et au sein des classes moyennes, du coup, ça serait gagner un peu moins pour avoir un peu plus de temps libre. Mais ce discours-là, je pense, pourrait porter auprès de toute une série de gens qui, clairement, ont pas de gros soucis de revenus, mais par contre, ont l'impression de trop travailler et de pas avoir assez de temps pour eux. Et qui là pourraient retrouver un équilibre à ce niveau-là. Et évidemment, les plus riches qui font le gros de la variable d'ajustement ne seront pas d'accord, mais ils seront de toute façon pas d'accord avec un projet de changement radical de société. Donc je comptais pas les avoir avec moi dans tous les cas. Et sur cette question d'évolution du niveau de vie, du mode de vie, de la quantité de production, etc. Aujourd'hui, on aura du mal à nous imaginer sans smartphone et sans ordinateur portable. Mais tu as parlé notamment d'épuisement des métaux ou de ce genre de sujet. Donc est-ce que dans ce que tu proposes, on devrait s'en passer ou en tout cas nettement réduire la consommation de ces objets-là? Oui, réduire la consommation, oui. S'en passer, non. Moi, je ne suis pas du tout pour qu'on se passe du progrès technique de manière générale. Je pense que le numérique, alors la question du numérique déborde très largement de la question écologique, donc je vais pas m'aventurer dans tous les aspects que ça soulève, mais pour rester sur l'impact écologique du numérique, c'est vrai qu'il est considérable, et il est souvent nié par ceux qui disent quelque part on pourrait faire une croissance immatérielle basée sur le numérique et sur les services et il n'y aura pas de souci. En fait, tout est toujours matériel. La production en dernier ressort, elle est toujours matérielle. Le numérique, ça a été estimé par le Shift Project, ça émet autant que l'aérien au niveau mondial, parce qu'il faut construire les ordinateurs, les téléphones, etc. Parce qu'il faut de l'électricité pour les alimenter, que cette électricité au niveau mondial, c'est 40% de charbon, 20% de gaz. Voilà. Et donc le numérique a une forte empreinte, et une forte carbone, mais aussi métaux, notamment parce qu'il y a toute une série de métaux rares, enfin, notamment des terres rares. C'est très difficilement recyclable parce qu'on a plein de métaux en très petite quantité, par exemple dans un smartphone, donc c'est très compliqué, c'est très peu rentable en fait d'aller rechercher ces quelques grammes de métaux pour les recycler. C'est très mélangé, c'est des alliages, c'est machin. Donc c'est très compliqué. Donc effectivement, moins en consommer, oui. Si on pouvait avoir aussi des produits plus durables et pas changer son téléphone tous les 2 ans ou tous les ans, ça serait évidemment une bonne chose. Ça veut dire
Donc les concevoir dès le départ pour qu'ils durent plus longtemps, pour que quand ils tombent en panne ils soient réparables, pour que justement ils soient peut-être un peu plus simples dans leur conception et que quand ils sont vraiment plus réparables, au moins les métaux soient recyclables. Donc voilà, il y a tout un mode de production et de consommation à repenser. Mais voilà, par contre je pense pas qu'il faille aller jusqu'à s'en passer complètement. Enfin moi c'est pas du tout ça que je prône pour le coup. Dans les solutions qu'on pourrait apporter aux problèmes écologiques et notamment au réchauffement climatique, il y en a certains qui prennent le tout électrique. C'est une solution qui est souvent envisagée ou mise en avant. Et notamment, on a l'exemple de l'Union européenne qui aujourd'hui veut électrifier tout le parc de voitures à horizon 2035, il me semble. Est-ce que pour toi, le tout électrique, c'est vraiment une solution ? Oui, alors l'Union européenne, elle a annoncé l'interdiction des véhicules thermiques à la vente en 2035. Et alors après, il faut le temps que donc ça veut dire qu'à partir de 2035, tu n'as plus que des véhicules électriques en vente ou des véhicules thermiques avec des carburants de synthèse. Il y a une petite subtilité obtenue notamment par les fabricants automobiles allemands. Mais après, voilà, il faut quand même le temps que le parc se renouvelle et que toutes les voitures thermiques sortent de la circulation. Donc tu rajoutes bien 10 ou 20 ans pour passer à un parc totalement décarboné. Alors ça pour le coup, on reviendra tout à l'heure sur l'Union européenne et j'en dirai pas que du bien, mais ça pour le coup c'est quelque chose qui va dans le bon sens. Maintenant, alors sur le tout électrique en général. Alors je l'ai dit... Pourquoi tu penses que ça va dans le bon sens sur cette question des parcs électriques prônés par l'Union européenne ? Alors parce que le véhicule thermique est clairement un problème. Je veux dire, enfin, alors là aussi on entend beaucoup de choses sur le véhicule électrique, mais il faut être très clair, c'est-à-dire que un véhicule électrique, sur l'ensemble de son cycle de vie, émet 3 ou 4 fois moins de gaz à effet de serre qu'un véhicule thermique, essence ou diesel. Alors ça en émet plus à la production, parce que effectivement il faut rajouter les gaz à effet de serre émis par la production de la batterie. C'est une production assez énergivore. Comme aujourd'hui les principaux fournisseurs de batteries sont en Chine et que le mix énergétique chinois est très carboné, le bilan carbone de la batterie n'est pas terrible et le bilan carbone à la production des véhicules électriques n'est pas terrible. Mais après c'est largement compensé par le fait que quand ils roulent, ça émet plus du tout de gaz à effet de serre, du moins si c'est alimenté par une électricité bas carbone, mais en France c'est largement le cas. Ça peut être produit au charbon par contre. L'électricité peut être produite au charbon. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le bilan n'est pas le même sur les pays. C'est-à-dire que si tu roules à l'électrique en Pologne, par exemple, qui a un parc électrique largement au charbon, je crois que c'est encore positif, mais l'écart est bien moindre avec un véhicule thermique. Mais par contre, en France, vraiment, c'est bien meilleur sur l'ensemble du cycle de vie, parce que nous, on a un mix électrique qui est décarboné à 90%, notamment grâce aux centrales nucléaires et aux barrages. Et donc en France, quand tu roules à l'électrique, alors à poids identique de voiture, etc., faut évidemment que les SUV électriques, ça pose d'autres questions, hein, on est d'accord, mais toute chose égale par ailleurs, ça émet 3 ou 4 fois moins de gaz à effet de serre. Donc quand tu sais que les transports en France, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre, c'est un énorme morceau. Donc bien sûr qu'il faut s'y attaquer, et donc la voiture électrique est une partie de la solution. Alors, une partie de la solution, du coup là j'élargis sur la question de l'électrification en général, parce que dans les transports, il n'y a pas que la voiture électrique, il y a aussi les transports collectifs électriques. Alors là, c'est pas des choses, c'est des choses qui existent déjà, hein, c'est les métros et les tramways, c'est le train. Donc développer ça pour faire moins de voitures, enfin moins de trajets en voiture, moins de trajets en avion, moins de transport de marchandises en poids lourd aussi, parce qu'on fait du ferroutage, du fret ferroviaire. Tout ça, c'est clairement des choses qui iraient dans le bon sens, et donc de donner plus de place au transport électrique, qu'il soit collectif ou que ce soit la voiture électrique, irait clairement dans le bon sens. Même chose pour les moyens de chauffage. Les chaudières au fioul ou au gaz, c'est clairement une catastrophe d'un point de vue climatique. Donc il faudrait les remplacer par des pompes à chaleur électriques autant que possible. Et puis même chose dans l'industrie où tu as plein de procédés industriels, notamment dans les industries lourdes, qui sont des procédés très carbonés et qu'il faudrait électrifier partout où c'est possible. Donc une fois qu'on a dit ça, l'électrification que je viens de décrire, elle peut faire une grosse partie du boulot. Elle va pas forcément faire tout le boulot. Alors d'une part parce qu'il y a des usages qui ne sont pas électrifiables. L'avion long courrier électrique, ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister, tout simplement parce que les batteries sont trop lourdes. Donc sur des petits avions, ok, mais jamais on convertira le trafic aérien, enfin en tout cas pas
pas à une échéance qui se compterait en décennies, à de l'avion électrique. C'est quelque chose qui est impossible. Donc il y a des choses qui sont pas possibles d'un point de vue technique. Et même si on se limite à ce qui est possible techniquement, les généraliser va demander pour le coup beaucoup de métaux. J'en parlais tout à l'heure, mais il y a des scénarios qui ont été élaborés. Hein. On dit si par exemple on essaye de tenir un réchauffement sous les plus de degrés en électrifiant tout et en se posant aucune question sur la place de la voiture, sur le recyclage, sur la sobriété, etc. En gros, on consomme quasiment toutes les ressources en cuivre et en cobalt de la croûte terrestre, à horizon 2050. Et après, l'humanité est quand même censée continuer, mais sans ressources en métaux, ou avec très peu. Donc, alors évidemment, le but n'est pas de faire ça, hein. Le but est aussi d'avoir donc une décélération, aussi d'avoir donc de la sobriété, de remettre en cause la place de la voiture et de faire plus de transports collectifs, publics, de faire un maximum de recyclage, mais le recyclage a aussi ses limites, donc c'est clairement pas ça qui nous sauvera non plus totalement. Donc voilà. Et après, ce qu'il faut se dire, c'est que donc cette électrification qui peut être limitée à la fois technologiquement et en termes de besoins en métaux, on n'attend pas non plus d'elle qu'elle fasse tout le travail, parce qu'on a quand même d'autres leviers techniques à notre disposition, notamment tout ce qui est biomasse, donc les biocarburants, le biogaz, etc. Alors qui eux non plus ne peuvent pas tout, on va taper sur d'autres limites, mais ils peuvent quand même ils peuvent faire une partie du boulot. Et on a aussi tout ce qui est chaleur renouvelable, par exemple avec la géothermie, qui peut aussi compléter, notamment par exemple pour le chauffage. Donc voilà. Et quand on met tout ça bout à bout, ça fait quand même un vaste panel de solutions technologiques qui à elles toutes constituent la transition, mais qui, comme je l'ai dit, ne va pas épuiser le sujet, parce qu'il faut aussi une décélération à côté de ça. Parce que sinon, en fait, on détruit par la croissance tous les efforts qu'on fait par la décarbonation apportée par la technique. Pour en venir à la question du nucléaire, ouais. qui est un sujet important aussi, donc dans le livre, tu montres que le nucléaire fait partie de la solution, selon toi. Qu'est-ce que tu réponds aux écologistes qui sont anti-nucléaires ? Alors effectivement, quelque chose que j'ai pas dit mais qui est en fait assez logique, c'est que toute l'électrification dont on a parlé avant n'a du sens que si l'électricité en question est bas carbone. On l'a évoqué pour la voiture électrique, mais aujourd'hui, il faut bien avoir en tête que la France est très spécifique parce qu'elle a un mix électrique très décarboné. On l'a dit grâce au barrage et au nucléaire. Au niveau mondial, le mix électrique, c'est 2/3 d'énergie fossile, charbon et gaz. Donc ça veut dire qu'il y a en fait un double mouvement à faire, c'est électrifier tous les usages et en même temps convertir le mix électrique à du bas carbone. Ou conserver un mix électrique bas carbone quand on l'a déjà, comme c'est le cas de la France. Et donc là, j'allais dire, on a plusieurs leviers à notre disposition. On a le renouvelable, qui clairement va faire une grosse partie du boulot. Faut pas, enfin voilà, on va venir après sur les anti-nucléaires, mais ceux qui sont anti-renouvelables, je trouve que c'est aussi une position très critiquable parce que on ne fera pas sans le renouvelable. Enfin, dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, on est quand même à 70% d'électricité renouvelable en 2050, avec donc beaucoup de solaire et beaucoup d'éolien. Et au niveau français, dans les scénarios RTE, même dans les scénarios les plus nucléarisés, on a quand même 50% de renouvelables. Donc l'extrême droite qui propose des moratoires sur les éoliennes ou autres, c'est une position qui n'a aucun sens. Ça correspond à aucun scénario défendu par la communauté scientifique. Voilà. Par contre, à l'inverse, vouloir s'interdire le nucléaire, c'est dommage aussi. Alors on peut concevoir autant des scénarios 100% nucléaires, ça n'existe pas à ma connaissance, autant des scénarios 100% renouvelables, ça existe, mais c'est des scénarios, c'est-à-dire que personne ne l'a encore vraiment fait. Il y a un certain nombre de bons arguments comme quoi ça serait faisable, mais bon, tant qu'on n'en a pas la preuve empirique, il y a quand même un risque. Et surtout, ça implique des vitesses de déploiement du renouvelable très très élevées, parce qu'il faut faire ça très vite. Donc clairement, on se facilite la tâche si en plus on fait du nucléaire. Voilà, c'est d'autant plus simple d'atteindre nos objectifs à l'arrivée. Le nucléaire, c'est factuellement une énergie très bas carbone. Donc à chaque fois, tu sais, on compte en grammes de CO2 émis par kilowattheure électrique produit. Et donc en gros, pour l'éolien, on est à une dizaine de grammes de CO2 par kilowattheure. Pour le nucléaire, on est aussi à une dizaine. Le solaire est un peu plus. Et en France, on est même à encore moins, parce qu'on a un nucléaire particulièrement décarboné, donc on est plutôt à 5 ou 6. Là où une centrale à gaz est à 400, une centrale à charbon à 800. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est sans appel. Le nucléaire, c'est très décarboné, et les chiffres que je donne, c'est les chiffres du GIEC, enfin, c'est les chiffres consensuels, quoi. Qui incluent la construction des centrales, l'extraction de l'uranium, qui inclut tout. Donc c'est très décarboné, pour moi, il n'y a pas de débat possible là-dessus, quoi. Donc après, les objections qui viennent traditionnellement, c'est les accidents et les déchets.
Alors les déchets, il faut avoir en tête que c'est des volumes assez faibles, hein. C'est-à-dire que l'ensemble de tous les déchets générés par le parc nucléaire français dans toute son histoire, si on prend les déchets vraiment dangereux, hein, c'est-à-dire haute activité à vie longue, c'est en gros une piscine olympique remplie de déchets. Et si on étend à des déchets un peu moins dangereux, mais quand même assez dangereux aussi, qui sont les moyennes activités à vie longue, on rajoute une dizaine de piscines olympiques. Donc c'est des déchets très dangereux qu'il faut soigneusement stocker, mais enfin c'est pas des volumes énormes par rapport à tout plein d'autres déchets émis par tout plein d'autres industries, chimiques ou autres. Donc là il y a un projet qui existe, qui est le projet CIGEO, donc qui est un projet qui a été validé par la communauté scientifique, par les instances spécialistes des risques liés à la radioactivité, donc l'IRSN. Et donc l'idée est simplement de faire du stockage géologique profond. On enfouit les déchets très profondément, comme c'est des petits volumes, c'est gérable. Et c'est dans des couches géologiques étudiées spécialement pour être certain que ça ne va pas remonter avec des infiltrations d'eau, y compris dans les pires cas de séisme ou autre. Enfin voilà, c'est vraiment étudié très en détail. Donc sur les déchets, pour moi, c'est assez largement un faux problème. Enfin, c'est un vrai sujet qui doit être géré, mais qui l'est aujourd'hui. Et sur les accidents, c'est un vrai sujet, mais il y a un énorme effort qui est mis en termes de sûreté du côté du parc nucléaire. Les centrales nucléaires, génération après génération, sont de plus en plus sûres. Et finalement, dans toute l'histoire du nucléaire, on n'a eu que 3 accidents majeurs. On a eu Three Mile Island en 79 qui a pas fait de mort. On a eu Fukushima en 2011 qui n'a pas fait de mort non plus, lié aux radiations. C'est-à-dire que le tsunami a fait des milliers de morts, mais les radiations nucléaires elles-mêmes n'ont pas fait de mort. Alors il y a eu un décès par cancer quelques temps après, où il y a des doutes sur est-ce que c'est lié aux radiations ou pas, mais enfin voilà, on n'est pas du tout sur un bilan massif en termes de nombre de morts, même s'il y a eu plein de dégâts humains et financiers qu'il ne faut pas minimiser, mais ça reste une catastrophe. Et Tchernobyl, alors là pour le coup, il y a effectivement un bilan humain très lourd. Suivant les estimations, enfin l'estimation qui est retenue généralement, c'est 4000 morts. Donc c'est quand même très conséquent. Autant les liquidateurs sur le coup que les gens qui sont morts de cancer sur l'ensemble de l'Europe, hein, et sur toute la période qui a suivi l'accident. Mais voilà, c'est 4000 décès, évidemment c'est énorme. Mais c'est à comparer par exemple au fait que le charbon, qui est aujourd'hui la principale source de production d'électricité mondiale, c'est encore une fois 40% de l'électricité mondiale, le charbon fait des centaines de milliers de morts chaque année par la pollution de l'air. Donc quand on déploie du nucléaire aux dépens du charbon, quelque part on sauve des vies en fait, assez massivement. Donc bien sûr le nucléaire doit être le plus sûr possible, mais globalement aujourd'hui il est très sûr et il est de plus en plus sûr de génération en génération. Voilà. Et tout dernier truc sur le nucléaire, il peut y avoir aussi une objection sur la question des ressources en uranium, parce qu'effectivement le nucléaire est bas carbone, mais pour autant c'est pas renouvelable. C'est-à-dire qu'on va taper dans les stocks d'uranium et puis au bout d'un moment il n'y en aura plus. Alors aujourd'hui c'est pas vraiment un sujet parce qu'on a à peu près 150 ans de ressources devant nous au rythme actuel de consommation. Mais il y a un petit biais qui est qu'aujourd'hui, en fait, peu de gens font du nucléaire. C'est-à-dire que la France est vraiment un cas à part, mais au niveau mondial c'est peut-être 10% du mix électrique, quelque chose comme ça, alors que nous c'est 70%. Donc si tout le monde faisait comme nous, et ben du coup, sachant qu'en plus l'électricité va prendre une part plus importante, donc si tout le monde faisait comme la France dans ce contexte-là, les réserves fondraient très très vite. Et alors là, il y a d'autres technologies de centrales nucléaires qui permettraient d'utiliser différemment l'uranium et de se donner encore de nouveaux horizons en termes de ressources, ce qu'on appelle les réacteurs à neutrons rapides. Et puis après, il y a la fusion, dont on reparlera peut-être. Mais voilà, alors, en termes de ressources, le mur est clairement pas pour tout de suite. Par contre, si on essayait de généraliser le plus vite possible, là, il y aurait un vrai sujet à ce niveau-là. Justement, par rapport aux solutions souvent évoquées, donc tu parlais de la fusion nucléaire, on entend aussi souvent parler de l'hydrogène, ça revient souvent. Donc est-ce que tu peux nous dire où en sommes-nous dans la recherche donc, sur ces deux sujets-là? Ouais, alors c'est deux gros sujets. Sur la fusion nucléaire, on est très très loin du compte, hein, clairement. C'est les scientifiques qui travaillent sur le sujet, notamment Greg de Temmerman, qui est l'ancien directeur scientifique de ITER, donc qui est le gros projet international sur la fusion nucléaire, donc qui est localisé dans le sud-est de la France. Donc l'ancien directeur scientifique donc, de ITER lui-même dit que la fusion c'est une énergie pour après-demain.
C'est-à-dire que c'est pas une énergie qui va jouer un rôle dans la transition bas carbone qu'il faut faire pour 2050. Ça va arriver trop tard, c'est sûr. Ça va arriver au mieux pour peut-être la deuxième moitié de notre siècle. Mais c'est sûr que ça va arriver trop tard. Alors c'est pas inutile pour autant de faire de la recherche là-dessus, hein, parce que clairement ça peut jouer un rôle pour les générations futures, et puis la recherche fondamentale prend du temps, et la recherche appliquée prend du temps aussi, donc il faut commencer à faire ces travaux-là dès maintenant, c'est bien que ça ait lieu, mais il faut clairement pas espérer qu'on ait un gros titre un de ces jours, la fusion est au point, et que ça nous dispense de faire tout autre effort. Ça clairement ça n'arrivera pas sur les échéances dont on a parlé, sur le climat ou le pic pétrolier, c'est sûr que c'est pas ça qui va nous sauver. Donc voilà, et après sur l'hydrogène, alors l'hydrogène, il faut bien être clair, c'est pas une source d'énergie, c'est un vecteur énergétique, c'est-à-dire qu'il faut le produire d'abord cet hydrogène. Alors aujourd'hui on utilise déjà de l'hydrogène en fait dans l'industrie, on utilise beaucoup d'hydrogène dans plusieurs industries, mais cet hydrogène il est produit à partir d'énergie fossile. Donc il est très carboné, donc il n'a pas du tout une empreinte carbone qui va dans le bon sens. Par contre, il serait possible de le produire autrement. On pourrait le produire ce qu'on appelle par électrolyse de l'eau. Donc en gros on fait passer du courant électrique dans de l'eau et ça crée de l'hydrogène. Si cette électricité est bas carbone, du coup l'hydrogène est bas carbone. Mais ça va impliquer des volumes d'électricité conséquents. Puisque par exemple si tout l'hydrogène actuellement utilisé on voulait le produire par de l'électricité bas carbone, ça représenterait la production électrique de toute l'Europe si on voulait faire ça au niveau mondial. Donc c'est très très conséquent, et si en plus on parle d'avoir des usages supplémentaires, par exemple la voiture à hydrogène ou l'avion à hydrogène, on augmente d'autant les quantités d'électricité requises. La voiture à hydrogène, pour moi, de ce que j'en connais, c'est pas très intéressant parce que en fait, si on a de l'électricité bas carbone à disposition, autant alimenter directement une voiture électrique. Parce que si on produit d'abord de l'hydrogène, qu'on embarque dans une voiture qui reproduit de l'électricité pour le moteur électrique de la voiture via une pile à combustible, c'est comme ça que ça marche, on a des grosses pertes du haut rendement à chaque fois. Et donc, c'est pas très optimal. D'ailleurs, c'est entre autres pour ça que la voiture à hydrogène ne se développe pas, contrairement à la voiture électrique. Mais par contre, dans les cas où l'électrification n'est pas possible, donc je parlais de l'aérien, où là l'électrification est impossible, et donc effectivement l'avion à hydrogène, là c'est quelque chose qui pourrait être une alternative intéressante. Donc le secteur aérien commence à travailler là-dessus. On entend parler parfois de projets comme quoi ça arriverait 2025, 2030. Alors c'est plutôt 2035, ouais. C'est 2035 qui a été annoncé par Airbus. C'est une date qui est assez optimiste, clairement. Mais bon, si on dit 2035-2040, après c'est le même mécanisme que pour le parc automobile, la flotte aérienne, il faut 25 ans pour la renouveler. Donc ça veut dire que si tu as un avion à hydrogène qui rentre en service à partir de 2035, et la flotte est convertie à l'hydrogène en 2060. Donc ça va arriver tard. Et en plus, tous les avions ne seraient pas éligibles à ça, quelque part, parce que ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que l'hydrogène est moins dense que le kérosène en termes de contenu énergétique par unité de volume. Donc dit autrement, dans un réservoir qui a un volume donné, tu as 4 fois moins d'énergie avec de l'hydrogène, et donc tu vas 4 fois moins loin. Ce qui veut dire que tu peux convertir les courts et les moyens courriers à l'hydrogène. Tu peux pas traverser l'Atlantique avec un avion à hydrogène, ou alors il faudrait complètement repenser les architectures d'avion, pourquoi pas, mais ça va pas être simple. Et ce qui veut dire que sur les longs courriers, on est plutôt sur les biocarburants ou les carburants de synthèse, qui auront aussi toute une série de limites. Voilà. Mais l'hydrogène pourrait jouer un rôle dans les secteurs qui sont effectivement difficiles à électrifier. Voilà. Mais c'est essentiellement là que ça aura un rôle à jouer pour moi. Voilà. Donc c'est absolument pas, faut pas s'imaginer qu'on a de l'hydrogène comme ça de disponible et qu'on va remplacer le pétrole, le gaz et le charbon avec. Non, il faut le créer. Et comme ça demande beaucoup d'électricité et qu'on va avoir besoin d'électricité pour plein d'autres choses, il faut bien choisir nos usages. D'accord. Voilà. Un autre sujet qui est très peu développé dans ton livre et qui fait aujourd'hui beaucoup l'actualité, c'est la question de l'agriculture. Oui. Comment envisagerais-tu le développement de l'agriculture dans ce contexte de décélération? Ouais. Alors c'est vrai que j'en parle moins dans le livre. Alors à la fois parce que c'est un sujet que je connais un peu moins et à la fois parce qu'on peut pas parler de tout. Mais c'est effectivement un sujet très important, plus important qu'on le croit souvent, ne serait-ce que sur la question climatique. Parce que il y a plein d'enjeux écologiques liés à l'agriculture. Il y a la question de l'eau, on l'a vu avec l'affaire des méga-bassines.
Il y a la question de l'usage des pesticides, donc là on est sur des pollutions locales, mais c'est un sujet qui est majeur. Donc il y a plein d'enjeux écologiques, mais ne serait-ce que sur la question climatique, l'agriculture c'est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre. C'est-à-dire que tu as les transports à 30% en France, et derrière à peu près 20% il y a l'agriculture. Et c'est une problématique un peu différente de celle des autres secteurs, parce que l'agriculture, c'est pas du CO2 qu'elle émet principalement, contrairement à la plupart des autres secteurs, donc c'est pas du dioxyde de carbone, c'est d'autres gaz à effet de serre. Donc en gros, c'est du méthane émis par les héros et les paies des vaches, très concrètement, et c'est du protoxyde d'azote émis par les engrais. Quand tu fais de l'épandage d'engrais, bah, en fait ça émet du protoxyde d'azote. Et le méthane et le protoxyde d'azote sont des gaz à effet de serre très puissants, qui restent moins longtemps dans l'atmosphère, mais qui ont un fort pouvoir réchauffant. Donc il y a un gros travail à faire sur l'agriculture, et alors là c'est très compliqué parce que tout ce qu'on a décrit avant, l'électrification, etc., va pas beaucoup nous aider. Alors évidemment on peut électrifier les tracteurs qui émettent du CO2, etc., mais enfin c'est pas le gros du sujet. Donc là il y a un moment il va falloir jouer sur les volumes. Et comme on ne va pas demander aux gens de manger 30% moins ou de manger 2 fois moins, comment on fait ça? Y a quand même un vrai sujet autour de la consommation de viande, notamment de viande bovine. Aujourd'hui, il y a quand même une grande partie des cultures céréalières qui ne servent pas à nourrir des humains, mais qui servent à nourrir des animaux, qui sont ensuite mangés par des humains. Si on passe à une alimentation davantage végétale, du coup, il y a un vrai gain comme ça en termes de surface agricole requise. Voilà, diminuer un petit peu les cheptels bovins et passer à une alimentation moins carnée, ça fait clairement partie du sujet. Ce qui ne veut pas dire forcément que tout le monde devienne végétarien, hein, mais simplement si on se met à manger 2 ou 3 fois moins de viande, ça va déjà avoir un énorme effet au niveau global. Voilà. Okay. Donc tu dresses un constat qui est quand même assez sombre et alarmiste dans ton livre. Mais du coup, dans les solutions qu'on entend souvent, tu critiques la collapsologie notamment, comme solution collective, t'expliques ça. Et après, tu critiques aussi le survivalisme, qui est donc une solution plutôt individuelle. Donc pourquoi tu critiques ces deux orientations? Pour quelles raisons? Dans les deux cas, je vais distinguer les deux après, mais ce qu'elles ont en commun, c'est quand même un défaitisme. On considère que c'est foutu, quoi. Donc ce à quoi je ne me résous pas, personnellement. Le constat est sombre, mais enfin l'humanité a déjà fait face à plein de situations compliquées et a réussi à trouver des solutions technologiques, sociales, politiques. Donc moi je ne désespère pas du fait qu'on trouve là aussi des solutions. Comme je l'ai dit, la technique aura sa part, la politique aura sa part aussi. Mais je pense que la pire erreur serait d'arrêter de se battre. On a qu'une planète. Décréter que c'est perdu et qu'on va laisser le capitalisme suivre son cours et finir de la rendre inhabitable me paraît pas quelque chose de souhaitable. Surtout que ça peut être autoréalisateur, hein. C'est-à-dire que si ces gens-là finissent par persuader tout le monde que c'est perdu, les gens vont arrêter de faire des efforts à titre individuel, vont arrêter de se battre politiquement pour changer le système, et donc effectivement il est possible que vraiment l'effondrement advienne sous forme de quelque part de prophétie autoréalisatrice. Donc il faut vraiment espérer que ces gens-là ne convainquent pas une trop grande part de la population, donc ne serait-ce que pour ça il faut je pense les combattre. Alors après je les mets pas du tout dans le même sac une fois qu'on a dit ça, parce que le survivalisme, on est quand même sur quelque chose d'ultra réactionnaire, typiquement diffusé à l'extrême droite, où c'est vraiment je vais stocker des boîtes de conserve, des rouleaux de PQ et mon M16 dans un bunker dans mon jardin et je me prépare à l'effondrement. Voilà, bon, ça, pas besoin d'en dire beaucoup plus. Quand on a une vision politique et collective, évidemment qu'on n'est pas là-dedans. Les collapsologues, c'est déjà un peu plus subtil, je trouve, comme analyse, parce que déjà c'est une analyse systémique, c'est-à-dire qu'ils regardent le système comme un tout, et ils pronostiquent le fait que ce système est verrouillé et va vers son effondrement. Donc on peut ne pas être d'accord avec le pronostic, mais au moins on est sur une vision systémique et sur une approche collective, ce qui est déjà un peu plus intéressant. Moi, les reproches que je leur fais, enfin il y a de plusieurs natures, c'est que, bon, déjà il y a une forme de certitude
Je vois pas qui peut prétendre prédire avec certitude le futur de l'humanité. Je passe sur une question aussi complexe qui peut prédire avoir une boule de cristal en la matière. Et surtout, il y a un côté passif qui consiste à dire que le futur est quelque chose d'indépendant de nos actions. Or, le futur n'est pas ce qui va arriver, c'est ce que nous allons faire, n'est-ce pas? Et donc, voilà, moi je serais pour repolitiser les choses et dire, effectivement, si on ne fait rien, l'effondrement est possible. Par contre, si on fait quelque chose, bah, à nous de le rendre improbable. Voilà, c'est absolument pas une fatalité. Et donc voilà, là, comme je disais, il y a un risque de découragement si les gens adhèrent à ça. Et ce qui est un peu malsain, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une... Enfin, quand on lit par exemple Pablo Servigne, enfin, c'est pas que ça soit malsain, mais il y a un pari qui est fait, qui est de dire le système est verrouillé, et donc s'il s'écroule, après on pourra rebâtir sur des bases saines. Mais moi je crois pas du tout à ça, c'est-à-dire que tant qu'il y a un appareil d'État qui existe, tant qu'on a des leviers d'action, si on arrive à prendre les commandes au niveau d'un État-nation avec toute sa force de frappe, on pourra réorienter les choses de manière beaucoup plus massive et beaucoup plus rapide que si on est constitué en communauté indépendante de quelques dizaines d'individus qui n'auront plus aucun poids au niveau de ce qui est aujourd'hui le territoire national. Donc ça me paraît un pari assez hasardeux d'attendre que tout s'écroule. Enfin, si tout s'écroule, ça veut dire que l'état de droit s'écroule aussi, que les institutions s'écroulent aussi, et je suis assez pessimiste sur ce à quoi ça pourrait ressembler pour le coup. Je suis pas certain que ça aille derrière dans le sens de l'écologie ou du social. Et dans le prolongement de la question précédente, pourquoi ne crois-tu pas aux solutions individuelles, de façon plus générale? Et parce qu'aujourd'hui, en fait, en permanence, on est sommé d'être éco-responsable, donc il y a vraiment une culpabilisation très importante des individus, notamment sur la question écologique. Et donc, pour quelles raisons crois-tu que c'est pas une solution au niveau individuel? Alors, effectivement, je pense que c'est pas le gros de la solution, contrairement à ce qu'on nous fait souvent croire. Alors effectivement, c'est une manière pour la classe politique, pour la classe dirigeante de se dédouaner. C'est une manière de ne pas interroger le système, c'est une manière de ne pas interroger le mode de production actuel, c'est-à-dire que c'est les gens qui sont responsables, et donc pas le capitalisme. Donc c'est toujours une manière de dépolitiser le sujet et de culpabiliser les gens à un niveau d'action où leur marge de manœuvre est en fait assez réduite. Parce qu'il y a toute une partie de votre mode de consommation qui dépend de choix systémiques qui ne sont pas entre vos mains. C'est-à-dire que c'est pas vous qui décidez du mix électrique de votre pays, c'est pas vous qui décidez des réseaux de transport de votre pays, c'est pas vous qui décidez des réseaux de commerce international dans lesquels s'insèrent les chaînes de grande distribution qui amènent au magasin où vous allez faire vos courses. Donc bon, une fois que tout ça est figé, on a une marge de manœuvre. Moi je suis pas non plus pour dire qu'il faut pas d'action individuelle, hein. Je veux dire que tant que le système ne change pas, on peut au moins faire ça. Et donc moi, à titre personnel, j'essaye justement de moins prendre l'avion, de moins manger de viande de bœuf, voilà, de faire attention à un certain nombre de choses. Mais clairement, ça n'épuise pas du tout le sujet. Et ça avait bien été montré par une étude de Carbone 4, le cabinet de conseil de Jean-Marc Jancovici, qui avait fait une étude en disant « Ok, si tout le monde s'y met à fond, enfin avec un niveau d'effort raisonnable, mais vraiment tout le monde joue le jeu par des actions individuelles, quelle part du boulot ça fait par rapport à toutes les réductions d'émissions de gaz à effet de serre qu'il faudrait faire, et on était à peu près sur un quart. Donc dit autrement, les 3/4 restants sont des changements systémiques, donc politiques. Voilà. Et en plus, alors quand bien même 100% serait faisable par des gestes individuels, il y a de toute façon un problème de synchronisation, de coordination, de dilemme du prisonnier, on appelle ça en théorie des jeux. Donc c'est qu'effectivement, je n'ai aucun intérêt à agir seul si personne d'autre s'y met. Je veux dire, moi je vais m'embêter à être écologique, personne d'autre s'y met autour de moi, le climat va être déréglé quand même, et moi je me serai embêté pour rien. Inversement, si je vois que tout le monde s'y met, moi je vais pas faire d'efforts, et je bénéficierai comme les autres d'une planète qui sera restée vivable, et je me serai pas embêté. Donc on voit bien que si chacun tient un raisonnement individuel, l'incitation à ne rien faire est en fait assez forte. Et évidemment, on n'aboutit pas du tout à un optimum du point de vue collectif, puisqu'on est une planète inhabitable à l'arrivée. Donc on sent bien qu'il va falloir coordonner ces actions individuelles en une action collective, et ça s'appelle la politique en fait, tout simplement. Et en parlant de politique, tu expliques dans ton livre que l'Union européenne et l'euro ne sont pas compatibles avec une véritable bifurcation écologique. Est-ce que tu pourrais développer ce sujet-là, qui est central, et notamment cette année 2024 d'élections européennes? Oui, alors en fait, en gros, le raisonnement tient en deux temps. C'est que premièrement, la transition écologique est incompatible avec le néolibéralisme.
Et que deuxièmement, le néolibéralisme est structurellement ancré dans les textes fondateurs de l'Union européenne et dans les traités actuellement en vigueur de l'Union européenne. Donc, très simplement, hein, la transition écologique, donc déjà, qu'est-ce que c'est le néolibéralisme? Le néolibéralisme, c'est la variante actuelle du capitalisme qui consiste à dire que globalement, l'action de l'État dans l'économie doit être aussi faible que possible. Donc l'État doit fixer le cadre, il doit garantir les règles de la concurrence, le droit de propriété, il doit faire un peu l'arbitre, mais ça doit certainement pas être un acteur de la vie économique, en tout cas le moins possible. Sinon, les néolibéraux nous disent, bah voilà, ça va fausser le jeu de l'offre et de la demande, qui serait d'après eux optimal pour avoir des prix de marché qui reflètent les préférences individuelles des uns des autres, etc. Bon, évidemment, une fois qu'on est là-dedans, c'est très incompatible avec le fait de dire il y a un vrai problème qui se pose à l'intérêt général, un problème de long terme et d'intérêt général, réorientons notre société de manière à faire une transition favorable à ça. Le néolibéralisme, c'est pas produire ça. Le marché n'a aucune raison de produire ça spontanément. Les entreprises privées n'ont aucune raison de se convertir spontanément à l'écologie. Bon, les consommateurs individuels, on en a parlé. Donc il va falloir réintroduire de l'action étatique. Il va falloir des règles contraignantes pour les acteurs privés. C'est contraire au néolibéralisme. Il va falloir des investissements publics massifs. C'est contraire au néolibéralisme aussi parce que le néolibéralisme ne jure que par l'austérité budgétaire. Donc l'État ne doit pas trop dépenser. Or, il faut tout l'inverse. Il faut une sorte de quoi qu'il en coûte climatique et énergétique. Donc, si on veut relocaliser, quand on parle écologie, à chaque fois on parle circuit court, relocalisation, etc. Mais ça, donc, soit on l'appelle juste de ses voeux, comme ça se produit pas, soit on veut vraiment le faire, et ça s'appelle du protectionnisme. Et donc, c'est incompatible avec le libre-échange, et donc avec le néolibéralisme, puisque le libre-échange est évidemment un pilier du néolibéralisme. Donc voilà, et donc l'Union européenne sanctuarise toutes ces caractéristiques du néolibéralisme. Elle sanctuarise le fait que donc les déficits publics ne doivent pas dépasser les 3% du PIB, on est obligé d'emprunter auprès des marchés financiers, donc là l'investissement public il est cadenassé. Le protectionnisme, si on voulait le mettre en place, bah, c'est incompatible avec une bonne partie des traités européens, qui interdisent les droits de douane, qui interdisent les quotas avec les autres États membres. Et aux frontières de l'Union européenne, donc là un protectionnisme est théoriquement possible, mais il est du ressort de l'Union européenne, qui elle n'a de cesse que de signer des accords de libre-échange avec toutes les autres zones du monde, en gros. Le CETA, voilà, les accords avec le Mercosur, avec le Japon, etc. Donc elle n'est absolument pas dans cette démarche-là. Même chose d'ailleurs avec la libre circulation des capitaux, alors là qui est totale en interne et vis-à-vis de l'extérieur, donc c'est encore pire. Donc si on voulait pareil, si on voulait récupérer des fonds pour financer la transition écologique, par exemple en allant chercher du côté de la fraude fiscale, ça implique de rompre avec la libre circulation des capitaux et c'est incompatible avec l'Union européenne. Voilà, même chose si on voulait solliciter la politique monétaire dans une direction écologique, c'est impossible puisque la politique monétaire est du ressort de la Banque Centrale Européenne, voilà, hein, depuis qu'il y a l'euro, et cette BCE, elle est indépendante du politique et elle se doit d'être neutre. C'est-à-dire qu'elle ne doit surtout pas privilégier une direction, un type d'investissement au détriment d'un autre type d'investissement. Et donc évidemment, elle n'œuvrera pas par définition à la transition écologique. Voilà, donc c'est foncièrement incompatible pour au moins toutes ces raisons-là. Ah si, et j'en oublie une très importante, c'est que l'Union européenne ne jure que par la concurrence. Donc elle impose la concurrence même dans des domaines où celle-ci est totalement impropre. Je pense notamment au transport et à l'énergie. Or, c'est des secteurs vitaux pour la transition. Il faudrait absolument un vrai secteur public ferroviaire, un vrai secteur public de l'énergie, notamment de l'électricité. Aujourd'hui, on a des secteurs en voie de libéralisation. Bon, pour l'électricité, on voit ce que ça donne. On a des prix qui fluctuent de manière totalement erratique. On a une concurrence artificielle avec des fournisseurs oui, parasites quelque part, c'est-à-dire qui ne produisent rien et qui se retrouvent à vendre de l'électricité qu'ils n'ont pas produite. Enfin voilà, je détaille pas, mais évidemment que tout ça est aussi incompatible avec la transition écologique et c'est imposé par l'Union européenne. Et selon toi, donc, quelles seraient les principales mesures urgentes qu'on devrait prendre au niveau de la France du coup, par rapport à ça, enfin, du coup, dans le cadre national qui est le cadre le plus adapté d'après ce que tu sembles expliquer? Oui, alors bah, effectivement, pour moi les mesures urgentes sont à prendre au niveau national. Alors pareil, hein, comme j'ai dit pour les gestes individuels, pour moi tous les niveaux d'action sont bons à prendre. C'est-à-dire qu'on est dans une telle situation d'urgence et face à une situation tellement grave que tout ce qui va dans le bon sens au niveau mondial,
au niveau européen, j'en parlais avec l'interdiction des véhicules thermiques, au niveau national, au niveau local, au niveau individuel, tout est bon à prendre. Mais enfin, quand même, le niveau d'action privilégié, c'est celui où le périmètre est le plus important et qui soit en même temps démocratique, et donc c'est le niveau de l'État-nation. C'est là où on a la plus grande force de frappe réglementaire, fiscale, etc. pour agir vite et fort. Donc pour moi, c'est à ce niveau-là que ça se joue principalement. Tu parlais notamment de l'énergie, des transports. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau-là, par exemple? Ouais, tout à fait. Alors, donc clairement déjà, alors effectivement, les gros postes, si je vais à l'essentiel, donc la priorité des priorités, c'est de sortir des énergies fossiles. Parce qu'elles s'épuisent, parce qu'elles dérèglent le climat, parce qu'elles polluent, parce qu'elles nous coûtent cher, qu'on n'en maîtrise pas le prix qui se forme sur des marchés financiers internationaux, et parce qu'on n'en maîtrise pas non plus la production, puisque on importe toutes nos énergies fossiles. Donc il faut absolument en sortir le plus vite possible. Les gros postes de consommation, on l'a dit, hein, c'est les transports et le chauffage. Donc le chauffage, ça veut dire rénovation thermique des bâtiments, et ça veut dire remplacer les chaudières à gaz et au fioul par des pompes à chaleur électriques. Ça coûte cher. Or, les ménages qui vivent dans des passoires thermiques, c'est généralement pas ceux des classes supérieures du 16e arrondissement. C'est souvent des ménages populaires qui n'ont pas les moyens de faire autrement. Ça veut dire que tout ça doit être pris en charge massivement par l'État, ce qui suppose de forts investissements publics. Même chose pour les transports. Moi, je pense qu'il faut passer massivement à du transport collectif, mais ça veut dire que ce transport collectif doit être développé, doit être fiable et doit être à un prix abordable. Donc ça veut dire un fort soutien de l'État, de forts investissements et des fortes subventions de l'État. Et même sur le véhicule électrique, parce qu'il y a des cas où on est obligé quand même d'avoir recours à la voiture. Donc si ça peut être du véhicule électrique, bah, c'est mieux, comme on l'a dit. Mais par contre, c'est cher le véhicule électrique pour l'instant. Et donc là aussi, il ne s'agit pas juste de culpabiliser les gens et de les inciter oralement à acheter un véhicule électrique s'ils n'en ont pas les moyens. Donc ça doit être massivement subventionné. Voilà. Et donc, en arrière-plan de tout ça, vu que là on parle d'électrifier un certain nombre de choses, ça veut dire qu'il faut un secteur électrique fiable avec une électricité abondante, bas carbone et pas chère. Et donc ça veut dire effectivement qu'on revient globalement à un monopole public de l'électricité. Même de l'énergie en général, hein, parce que décarboner, si on a encore des acteurs comme Total ou comme Engie qui gèrent le pétrole et le gaz, eux n'auront aucune raison de faire décroître leur offre, puisque c'est quelque chose qui leur apporte de l'argent, d'autant plus que les volumes sont élevés. Donc ça veut dire, là il faut une reprise de contrôle total, je pense, du public sur le secteur de l'énergie et sur le secteur des transports, au moins ferroviaires. Donc voilà. Et donc c'est à la fois du monopole public dans les secteurs que je viens de citer, à la fois des investissements publics dans un certain nombre de secteurs, et à la fois des subventions publiques pour les achats ou les consommations dont j'ai parlé. Donc dans tous les cas, c'est beaucoup de réglementation et de dépenses publiques. Donc là encore, on retombe sur une incompatibilité avec de la rigueur budgétaire néolibérale. Les traités européens. Et donc avec les traités européens. Ce qui impose donc de sortir de l'Union européenne, selon toi. Ouais, alors après comment on fait? Donc là c'est encore une autre question. Bon, on l'a dit, là tout ce qu'il faudrait faire est incompatible avec une bonne partie des traités. Donc du coup il y a plusieurs façons de voir le truc. Soit on dit on sort de l'Union européenne, on sort de l'Union européenne et de l'euro. Ça, moi à titre personnel, c'est la solution qui a ma préférence. Alors après il y a des solutions plutôt du type désobéissance radicale, de dire ok on reste dans l'Union européenne mais on respecte plus aucun traité ou plus aucune directive. Alors en fait pour moi ça se rapproche en fait ça se rapproche d'une sortie en fait, parce que l'Union européenne ça n'est rien d'autre qu'un ensemble de textes et d'institutions. Donc si on dit on respecte plus aucun texte et plus aucune institution de l'Union européenne, pour moi c'est équivalent à une sortie. Et d'ailleurs moi la sortie que j'imagine ressemblerait justement à ça, c'est-à-dire une sortie que j'appelle de facto, par opposition à une sortie des jurés où on sortirait via l'article 50, un petit peu comme ce que propose François Asselineau, par exemple, et l'UPR, où ça serait une sortie vraiment très légaliste, etc. En fait, si on fait ça, bon, on l'a vu avec le Brexit, il faut 2 ou 3 ans pour sortir. Alors les Anglais n'étaient pas dans l'euro et ils sortaient pour faire finalement la même politique qu'avant, donc ils n'ont pas été embêtés. Ça a pris même 5 ou 6 ans, je crois. Et au final, ça a pris plus de temps que ça. Mais si nous on sortait pour faire une politique radicalement différente, le problème c'est qu'on aurait très vite les marchés financiers sur le dos, on aurait toute une série d'acteurs hostiles sur le dos, et on pourrait pas attendre 2 ou 3 ans pour récupérer des marges de manœuvre. Donc il faut pouvoir sortir tout de suite,
Et donc ça serait une sortie, moi j'appelle ça de facto, c'est-à-dire dans la pratique. On n'active pas l'article 50 qui est trop long. Voilà. Et donc en fait ça se rapproche très fortement d'une désobéissance où on dit juste on respecte plus aucun texte européen tout simplement. L'Union européenne n'ayant pas de police ou pas d'armée, je vois pas ce qui peut bien nous arriver. On est contributeur net au budget de l'Union européenne, donc on peut pas avoir de sanctions financières. On continuerait à coopérer, enfin voilà, commercialement, et économiquement et culturellement avec les autres pays de l'Union européenne et au-delà. Ça c'est pas un problème. Mais voilà. Quand même un point important sur la stratégie de sortie. Ça c'est ce qu'on développait avec dans le bouquin que tu as évoqué là, avec chapitre 2. C'est que si on se met, comme je l'ai décrit là, à faire ce qu'on veut au niveau national, il va y avoir par contre un vrai problème en termes d'incompatibilité avec la Constitution nationale. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, l'appartenance à l'Union européenne est inscrite dans la Constitution française, et la primauté du droit européen sur le droit national est aussi inscrite dans la Constitution française. Ça veut dire que si on ne respecte pas les traités européens, en fait, on est dans une démarche anticonstitutionnelle. Ce qui veut dire que si l'opposition ou si quiconque, un industriel qui s'estimerait lésé par des mesures protectionnistes par exemple ou autres, ou je sais pas, un opérateur de l'énergie, par exemple si on renationalise toute l'énergie, un opérateur de l'énergie qui serait pas content pourrait déposer un recours devant le Conseil d'État, de même que le Conseil constitutionnel pourrait invalider les mesures en question, et donc on aurait un vrai souci. Et donc ça veut dire qu'à un moment il faut réformer la Constitution française pour réinstaurer une primauté du droit national sur le droit européen, à minima. Et là, ça serait quelque chose qui serait jouable d'un point de vue juridique sur le plan national, indépendamment de ce dont on a parlé avant, sur le fait que, bon, au niveau européen, l'Europe peut en fait pas vraiment nous contraindre. C'est ça. Oui, donc il serait nécessaire de revoir la Constitution française pour avoir pleinement... Ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais comme je pense qu'il faut de toute façon revoir la Constitution française pour toute une série de bonnes raisons, ça en ferait simplement une de plus. Donc tu penses que donc faut sortir de cette Union européenne et cet euro, que la bifurcation et la décélération que tu proposes donc sont contraires aux lois et aux tendances du néolibéralisme. Dans ton livre, tu vas aussi jusqu'à critiquer le capitalisme, et tu dis que donc cette bifurcation serait pas possible serait possible que dans une ère post-capitaliste. Et c'est un peu ce que disent aussi Marx, Engels et Lénine. Et si on regarde l'histoire aussi, c'est un peu comme ça que ça s'est passé. Et donc cette ère post-capitaliste en pratique, elle a été possible que par une révolution socialiste et communiste. Par ailleurs, il y a un autre sujet qui nous semble intéressant, c'est quand tu parles de décélération, qu'on pourrait associer à une décroissance pilotée par un État central. Ça fait aussi penser un peu au modèle économique du type Gosplan qu'il y avait en URSS. Et donc dans ces conditions, pourquoi est-ce que tu t'affirmes pas plus clairement marxiste et communiste, ou est-ce que c'est des idées que tu connais, qui t'intéressent? Alors, donc effectivement, donc ce que j'ai dit, hein, c'est que pour moi, il y a une partie de transition par la technologie et une partie de décélération et donc de réduction des volumes. Rien que la première partie, qui est la plus consensuelle, c'est-à-dire la transition, au sens classique du terme, ça, on vient de le voir, c'est déjà incompatible avec le néolibéralisme, c'est-à-dire avec la variante actuelle du capitalisme. Mais je pense que ça reste compatible avec le capitalisme tout court, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer un Green New Deal keynésien, avec beaucoup d'investissements publics, des règles contraignantes, mais ça reste très capitaliste. Un capitalisme peut-être type 30 glorieuses, hein, très encadré, mais je pense que la transition, au sens strict du terme, serait faisable dans ce cas-là. Par contre, si on vient parler de réduction des volumes produits et consommés, donc de la décélération, là ça me semble foncièrement incompatible avec le capitalisme, qui ne jure que par l'accumulation perpétuelle des profits. Et donc alors en plus, moi la variante particulière de décroissance que je propose, c'est une variante sociale, où je dis en plus il y a de la redistribution. Ça veut dire qu'il faut expliquer aux capitalistes que non seulement le gâteau va être plus petit, mais qu'en plus ils en auront une part plus petite qu'avant, en proportion, parce qu'on va préserver les revenus des plus pauvres. Donc c'est évidemment totalement incompatible avec les intérêts de la classe capitaliste, et donc il faut choisir. Et donc moi je choisis la décélération et pas le capitalisme, et donc pour être cohérent, il faut proposer autre chose. Il faut envisager une sortie du capitalisme, et donc il ne s'agit pas juste de dire ça, il faut dire qu'est-ce qu'on met à la place. Et
Et alors là, moi j'ai plusieurs influences. Alors effectivement, moi je me nourris entre autres des idées marxistes, clairement. Mais pas uniquement, c'est-à-dire que je pense qu'il y a aussi des choses intéressantes dans le keynésianisme, il y a aussi des choses intéressantes dans certaines idées libertaires. Bon, moi la synthèse que je fais à l'arrivée, mais on pourrait en faire d'autres, ce que j'imagine comme modèle non capitaliste, c'est le suivant, c'est un fort secteur public, donc vraiment reconstruit, c'est-à-dire que on nationalise ou on renationalise tous les secteurs stratégiques. On en a parlé pour l'énergie et pour les transports, mais ça pourrait concerner aussi les banques et les assurances, par exemple, les télécoms. Voilà, puis évidemment, bon, les grands services publics doivent être redotés de moyens suffisants dans l'éducation, dans la santé, etc. Donc ça sera un secteur public très fort. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à étatiser toute l'économie? Moi, je ne vais pas jusque-là. Je pense qu'il y a deux moyens de socialiser, de décapitaliser des pans de l'activité économique. Il y a l'étatisation, donc ça c'est le fort secteur public dont je viens de parler, et puis il y a l'autogestion. Donc là, c'est les moyens de production qui n'appartiennent pas à la nation dans son ensemble, qui ne sont pas sous le contrôle de l'État, mais qui appartiennent aux travailleurs. Et ça, moi je pense que le devenir du secteur privé, ça serait de passer d'un secteur privé capitaliste, actionnarial, à un secteur privé, dans le sens non étatique, mais constitué en fait d'entreprises autogérées, alors que moi j'appelle les entreprises démocratiques. Et donc l'idée serait simplement de dire que dans ces collectifs de travail, au lieu d'avoir un conseil d'administration désigné par des actionnaires, on aurait un gouvernement élu par les employés, pour les grandes entreprises, et puis peut-être de la démocratie directe pour les plus petites. Mais voilà, on aurait des entreprises démocratiques, ce qui n'empêcherait pas de lancer librement son entreprise, ce qui n'empêcherait pas d'avoir de la concurrence entre entreprises. Voilà, mais simplement, ce serait de la création d'entreprises autogérées, de la concurrence entre des entreprises autogérées. Et après, il pourrait y avoir, comme il y a aujourd'hui en économie capitaliste, le débat entre où est-ce qu'on met la limite entre secteur public et secteur privé. Là, il y aurait la question de où est-ce qu'on met la limite entre le secteur étatisé et le secteur autogéré. Moi, je pense qu'il y a certains domaines qui ne peuvent pas être autogérés. C'est-à-dire que, pour des raisons évidentes, on ne va pas avoir une police autogérée ou une armée autogérée. Même un secteur de l'énergie autogéré, c'est compliqué, parce que c'est des vrais sujets d'intérêt national, en fait. Bon, à l'inverse, étatiser la production de chaussures, ou les boucheries-charcuteries, ou les boulangeries, bon, ou même, là je suis un peu caricatural, mais même des entreprises un peu de quelques centaines, quelques milliers d'employés, même des grosses entreprises, mais qui ne seraient pas dans des secteurs stratégiques, pour moi, n'auraient pas de raison d'être étatisées, mais par contre, elles devraient être démocratisées. Voilà. Et alors après, comment ça, ce truc-là s'inscrit dans le temps? On pourrait très bien imaginer que quand un gouvernement favorable à ces idées arrive aux commandes, donc après je vais dire un mot sur le comment, parce que j'oublie pas ta question sur la révolution, mais à partir du moment où on arrive aux commandes, quel que soit le moyen de la prise de pouvoir, ensuite on peut imaginer donc de très vite commencer par des vagues de nationalisation des secteurs stratégiques, et ensuite de démocratiser petit à petit le secteur privé, en commençant peut-être par les plus grandes entreprises, et en allant petit à petit sur des entreprises de plus en plus petites, dont le pouvoir de toute façon de blocage ou de nuisance des capitalistes qui sont à leur tête serait bien moindre que pour les grands moyens de production. Voilà. Et c'est peut-être aussi ça qui pourrait le plus faire débat, je pense, dans l'opinion. Tu vois, je pense que si on nationalisait des grandes entreprises stratégiques, je pense qu'on peut réunir une majorité politique assez facilement là-dessus. Plus on va aller sur des petites entreprises, plus ça va être débattu. Donc je pense que c'est pas mal d'étaler ça aussi dans le temps. Voilà. Après, donc sur le comment on initialise tout ça, donc comment on prend le pouvoir pour que tout ça soit possible. L'histoire nous montre qu'il y a trois grandes façons de faire. Il y a effectivement la révolution, il y a les élections, et il y a un mouvement social massif, mais on va dire non violent, j'allais dire. Donc moi, alors là, n'ayant pas de boule de cristal et n'ayant pas le pouvoir ni de décréter une révolution, ni de gagner les élections, je prendrai ce que l'histoire nous offrira, quelque part. Bon, effectivement, hein, les régimes communistes réellement existants se sont généralement imposés suite à des révolutions victorieuses, ça c'est clair. Maintenant, bon, voilà, même chose pour, les monarchies absolues de droit divin ont été vaincues généralement par des révolutions victorieuses elles aussi, alors, avec une composante bourgeoise et libérale, mais c'était comme des révolutions. Voilà. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus qu'il est arrivé aussi que nos idées soient victorieuses dans les urnes. Je pense au Front populaire, je pense à Allende au Chili, je pense à Mitterrand en 81. Alors après, que deviennent ces expériences? Ça, c'est une autre question.
parce qu'il y a plusieurs risques. Il y a le risque de la trahison ou de la capitulation. Ça, c'est typiquement le cas de Tsipras en Grèce, élu sur un programme de gauche radicale et qui se plie totalement aux injonctions de la troïka libérale 6 mois plus tard. Il y a le risque d'être battu par la contrainte extérieure. Donc ça, c'était plutôt le cas de Mitterrand, qui démarre avec un programme de gauche radicale et qui 2 ans plus tard fait le tournant de la rigueur. Parce qu'à l'époque, il y avait le système monétaire européen qui était un peu l'ancêtre de l'euro, quelque part. Il a d'ailleurs dit qu'il fallait choisir entre le social et l'Union européenne. Exactement, il fallait choisir entre la gauche et l'Europe, et ils ont choisi l'Europe. Et donc le Parti socialiste s'est converti à une politique de droite. Suite à de grands débats internes, où tous n'étaient pas d'accord avec ça. Chevènement était plutôt pour faire le choix inverse. Attali et Delors ont plutôt poussé dans le sens d'un renoncement au programme de gauche et d'une adhésion toujours plus poussée au projet européen. Donc malheureusement, c'est eux qui ont gagné. Mais ça, c'est aussi des leçons qu'on peut tirer de l'histoire. C'est-à-dire qu'il faudrait, effectivement, une fois au pouvoir, il faudrait être très ferme vis-à-vis de la contrainte extérieure. Il faudrait être très ferme dans nos convictions et pas capituler en race campagne comme l'a fait un Tsipras. Il faudrait être prêt à aller... Parce qu'on peut très bien arriver au pouvoir sur un programme assez modéré, mais il faut se dire que les forces de la réaction, c'est-à-dire le MEDEF, la finance, l'Union européenne, etc., vont nous tomber dessus, ce qui peut impliquer de radicaliser en fait assez vite notre politique. Ça, il faut en être conscient. Il faut être prêt aussi au fait qu'on puisse avoir des menaces militaires. Je veux dire, que ce soit dans le cas de la Révolution française ou de la Révolution russe, assez vite, on a des grandes puissances étrangères coalisées qui interviennent. Donc ça veut dire que moi, je ne suis pas du tout dans une démarche antimilitariste. Je pense qu'il faut garder une défense nationale assez forte, y compris dans un contexte de décroissance. Je pense que ça fait pas partie des secteurs qu'il faut faire décroître, typiquement. Parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais tous les secteurs ne décroissent pas de la même manière, évidemment. La défense fait partie de ce qu'il faut préserver, je pense. Ça serait les menaces militaires externes, mais en interne, on l'a vu, je parlais de Allende. Allende n'a pas tenu très longtemps parce qu'il a été renversé par un coup d'État. Financé donc par la CIA et soutenu par Washington. Voilà, ça s'est passé il n'y a pas si longtemps que ça, dans un grand pays. Enfin, c'est pas quelque chose non plus de complètement improbable. Si on était dans un scénario de prise du pouvoir tel que ce que je décris. Donc voilà, l'histoire verra bien si ce qui est le plus probable est une victoire dans les urnes ou dans la rue ou par les armes. Moi, évidemment, je préférerais que ça se passe de manière pacifique. Mais il faut bien être conscient qu'une fois la prise de pouvoir opérée, il y a le risque en fait, que la réaction soit violente. Que les forces réactionnaires soient violentes, et donc là, il faut être préparé à cette issue-là. Donc voilà, mais après évidemment bien malin qui peut prédire comment ça se passerait. Voilà. Par contre, ce qu'on peut faire, je pense, c'est-à-dire que une fois qu'un processus de ce type-là serait enclenché, je pense que ça irait assez vite. Et c'est-à-dire que je pense que, tu vois, si tu prends l'exemple de la Révolution française, je pense que si tu avais dit en 1788 à un paysan français qu'en 1793 le roi Louis XVI serait guillotiné, il n'y aurait pas beaucoup cru. Donc ça va très très vite une fois que c'est lancé, et puis même chose entre la révolution de février et celle d'octobre en Russie. Donc je pense qu'il faut être prêt au fait que ça puisse aller très vite, et ça veut dire qu'il faut déjà avoir une idée de quel système alternatif on met en place. Parce que sinon dans la précipitation des événements, c'est pas là où ça sera le plus favorable à la réflexion, donc il faut être déjà armé théoriquement. Ça veut pas dire qu'on a un plan tout prêt, qu'on arrivera à appliquer tel quel, parce que l'histoire fera qu'on choisira telle ou telle trajectoire. Mais enfin, il faut quand même avoir une idée de où on veut aller. Et typiquement, dans le cas de la Révolution française, c'est aussi parce qu'il y a eu les Lumières avant et des intellectuels qui ont théorisé ça, qu'on avait des outils déjà prêts au moment où ça s'est déclenché. Voilà, donc je pense qu'il faut œuvrer à ça, voilà. Et d'où l'idée de réfléchir dès maintenant à des alternatives au capitalisme. C'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, dans la pratique et dans la réflexion, tu es quand même assez marxiste et léniniste même, parce que par exemple, si on prend le cas de la Russie, la révolution en 17, en fait, elle s'est faite de façon non violente. Je crois qu'il y a eu 2 morts, des gardes qui sont morts du fait de l'émeute. Mais au final, elle s'est faite de façon non violente. Après, bien sûr, comme tu le dis, il y a une grosse réaction de tous les milieux réactionnaires, justement, et capitalistes qui ne voulaient pas accepter ça. Et c'est pour ça que Marx et Lénine avancent le concept de dictature du prolétariat, dont l'objectif est justement de résister à la réaction. Et comme tu dis aussi, il est important d'armer le peuple, de maintenir une défense, mais qui soit populaire, pour justement pouvoir résister à tout ça. Ce sont toujours des possibilités, ça ne veut pas dire qu'on est pour la violence, mais qu'on doit pouvoir s'y préparer, quoi. Non, bien sûr. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'on est aussi dans une période différente, je sais, il y a plein de choses qui ont changé, effectivement, à l'époque, les soviets ouvriers s'arment, on a aussi des soviets de soldats qui remercient leurs officiers, qui prennent les armes,
qui accompagnent militairement la révolution. La commune, c'est pareil, hein, c'est la garde nationale qui retourne ses fusils et qui s'allie avec les insurgés. Bon, aujourd'hui, avec une armée de métier qui n'est pas spécialement favorable à nos idées, je ne sais pas comment ça se passerait. Sachant qu'on n'a plus le service militaire, les gens sont globalement pas forcément formés au maniement des armes, les gens sont globalement assez non-violents, ce qui pour moi est plutôt une bonne chose. Je suis moi-même assez non-violent, donc je ne serais pas spécialement je souhaite vraiment que ça se passe de manière pacifique en fait, et si ça se passait de manière violente, pour les raisons que je viens de dire, je suis pas sûr que ça aille dans notre sens, et je suis pas sûr que la comparaison avec les épisodes historiques passés soit valable. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, il faut s'y préparer. Parce que c'est une option parmi d'autres. Effectivement. Que l'histoire a montré, comme tu l'expliquais. Ouais, dans beaucoup de cas. Quoi. Tout à fait. Et je rebondis juste parce que tu évoquais la dictature du prolétariat et ça me fait penser au fait qu'il y a aussi toujours un enjeu qui est que quand on prend le pouvoir, comme généralement la réaction, les forces réactionnaires sont violentes en face. Il y a une phase de guerre civile, on l'a vu pour la Révolution russe et on l'a vu aussi avec les guerres de Vendée ou d'autres épisodes internes et externes avec la Révolution française. Et ça veut dire qu'il y a souvent le risque de dire ok, de manière temporaire, on va gérer ça de façon autoritaire, le temps que ça passe. Et le problème, c'est qu'une fois que c'est passé, on revient pas forcément à quelque chose de démocratique et de conforme aux idéaux initiaux. Et donc c'est là où il y a un chemin de crête qui est, je trouve, très compliqué, et où j'ai évidemment pas la solution, mais c'est que c'est toujours un chemin de crête entre le risque d'être vaincu par les forces de la réaction, ou le risque d'être vainqueur, mais de se transformer quelque part en tyran et d'aller à l'encontre des idéaux qu'on a initialement défendus. Et donc là, ça veut dire qu'il y a aussi tout un travail à avoir fait en amont sur la démocratisation des institutions, donc ça j'en parlais pas mal dans mes premiers bouquins, à base de RIC, de tirage au sort, de mandats révocatoires, de ce que j'appelle le mandat contractuel, enfin voilà, il y a toute une réflexion à avoir là-dessus, je pense, de mandat impératif, parce que ça veut dire que en fait, oui, il risque d'y avoir des temps un peu agités au début, mais il faut être très clair sur le modèle démocratique qu'on veut mettre en place dans la foulée, et il faut très vite le mettre en place pour pas que ça puisse dériver sur de la bureaucratie ou de l'autoritarisme, comme on l'a aussi vu dans l'histoire. Mais il faut le faire tout en arrivant à rester victorieux. Donc c'est là où il y a un équilibre qui, je pense, est compliqué à trouver. Dernière question que je voulais te poser sur la Chine. On constate aujourd'hui que la Chine est leader dans le domaine de la transition énergétique. Enfin, sur beaucoup de points, ils sont quand même très avancés. Il y a beaucoup de recherches là-dessus. Et d'actes. Selon toi, est-ce que les efforts actuels de la Chine sont à la hauteur des enjeux ? Est-ce que si tout le monde faisait comme la Chine aujourd'hui, on irait dans le bon sens ? Alors, sur la Chine, il y a pas mal de choses à dire. Je vais poser en préambule le fait que moi je suis pas forcément fan du régime politique chinois, qui est un régime autoritaire. Donc moi, comme je viens de le dire, j'aspire plutôt... Enfin, déjà je considère que le régime français actuel n'est pas assez démocratique, et donc je serais pour aller vers quelque chose qui le serait beaucoup plus. Donc évidemment pas pour aller vers un régime autoritaire. Et sur le plan économique, donc ce qui est intéressant en Chine, c'est que c'est un régime qui est non capitaliste. Il y a un secteur capitaliste, mais qui est quand même très fortement régulé et encadré par le politique, et il y a un très fort secteur public. Les transports, l'énergie, les industries lourdes, même la banque et la finance sont très largement publiques. Donc ça c'est intéressant. Moi c'est pas, moi j'ai décrit le modèle que je proposais, ça correspond pas à la même chose, mais c'est intéressant comme expérience. Ensuite, clairement ça leur donne des leviers. C'est-à-dire qu'ils peuvent flécher massivement les investissements dans une direction. Ils peuvent se protéger quand ils le souhaitent de la concurrence internationale, ils peuvent mettre beaucoup d'argent sur la table, ils peuvent se faire aider par leur banque centrale, ils peuvent faire du déficit public autant qu'ils veulent pour relancer leur activité, ils peuvent avoir des vraies politiques industrielles sectorielles, ils peuvent subventionner massivement tel ou tel type de consommation. Donc en gros ils peuvent faire plein de choses qu'on peut pas faire nous dans le cadre du néolibéralisme. Et c'est pour ça que effectivement le mix énergétique chinois, les Chinois sont clairement les champions des énergies renouvelables aujourd'hui. C'est-à-dire c'est les premiers producteurs mondiaux, donc non seulement eux les développent très vite en interne, mais en plus ils fournissent une bonne partie du monde en fait, ce qui a tiré les prix vers le bas et qui favorise vraiment, parmi d'autres facteurs, mais le développement du renouvelable. Pareil pour le véhicule électrique, parce que c'est parmi les principaux producteurs de véhicules et de batteries électriques pour les véhicules.
Donc tout ça va clairement dans le bon sens, et alors eux pareil, ils sont pas dogmatiques sur la question du nucléaire ou du renouvelable, ils font les deux à fond, ce qui est je trouve très pertinent. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, faut pas non plus idéaliser la démarche chinoise, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine c'est le premier émetteur de gaz à effet de serre, ils sont à 25 ou 30% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est les Chinois. Donc c'est quand même un énorme morceau, c'est un mix énergétique encore très très carboné. Rien que leur mix électrique, c'est encore, je crois, 2/3 de charbon. Alors ça diminue assez vite, hein, parce qu'il y a quelques années, c'était 80%, donc là c'est plus que 2/3, alors c'est encore énorme. Mais comme ils déploient le renouvelable et le nucléaire, et comme aussi ils ont amorcé leur décrue démographique aussi, très récemment, et comme leur croissance économique a quelques petits soucis quand même, notamment à cause du secteur immobilier, en fait tout ça mis bout à bout, ça fait dire à certains que la Chine pourrait atteindre son pic d'émissions dès l'an prochain. Il s'était engagé à l'atteindre pour 2030, mais pour l'an prochain, enfin même pour l'année à venir, là disons, ils pourraient atteindre leur pic d'émissions de CO2 d'après certains. Et ça doit être lié aussi au fait qu'au bout d'un moment ils auront suffisamment d'infrastructures, ils ont suffisamment développé le pays, et donc forcément il y aura moins de... Alors effectivement, il y a un moment ils vont sortir de cette phase initiale de développement qui est effectivement très énergivore. Donc voilà. Alors après sur leur engagement parce qu'ils avaient deux engagements, l'un c'était d'avoir un pic d'émissions avant 2030. Donc ça, pas impossible que ça arrive avant. L'autre engagement c'est la neutralité carbone en 2060. Ils se sont pas engagés à la neutralité carbone en 2050, contrairement à beaucoup d'autres. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont se donner plus d'armes pour tenir un objectif peut-être un peu plus lointain, mais un peu plus réaliste. Voilà. Bon, voilà. Mais ceci étant dit, le mix électrique chinois, c'est encore beaucoup de charbon. Le mix énergétique chinois est très très carboné. Et ce qui va pas dans le bon sens, c'est que la Chine construit encore beaucoup de centrales à charbon. C'est-à-dire qu'encore en 2022, il y avait 2 centrales à charbon par semaine qui étaient construites en Chine. Et une centrale à charbon, ça dure des décennies après. Donc ça va clairement pas dans le bon sens. C'est-à-dire que même s'ils développent très très vite le renouvelable et le nucléaire, en fait, comme leur consommation énergétique est énorme en raison de leur démographie et de leur développement économique, ils sont quand même obligés aussi de faire de plus en plus de charbon et de plus en plus recours aux énergies fossiles. Donc espérons que ce truc-là s'inverse prochainement, mais pour l'instant ça va quand même clairement pas dans le bon sens. Alors pour autant, il ne faut pas basculer non plus dans les discours qui visent à pointer la responsabilité de la Chine comme étant les grands coupables du dérèglement climatique. Alors il faut quand même rappeler que déjà, encore aujourd'hui, l'Occident c'est quand même 1/4 des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est à peu près autant que la Chine, si on cumule les États-Unis et l'Union européenne. Faut rappeler aussi que historiquement, c'est-à-dire si on regarde le total sur les 2 derniers siècles, en gros, la responsabilité de l'Occident est encore bien plus écrasante, parce que là c'est la moitié des émissions de gaz à effet de serre passées, 1/4 pour les États-Unis et 1/4 pour l'Europe, donc c'est énorme. Et il faut aussi préciser qu'aujourd'hui une bonne partie des émissions de gaz à effet de serre chinoises, c'est des productions qui sont vendues à l'Occident, ou c'est des productions réalisées par des entreprises occidentales installées en Chine. Donc il y a un côté un peu hypocrite, après avoir accepté la délocalisation d'une partie de notre industrie là-bas, de dire bah effectivement la Chine émet des gaz à effet de serre. Bah, c'est sûr que dans un pays désindustrialisé on en émet moins, mais enfin c'est pas ça la solution, évidemment. Donc voilà, et d'ailleurs une partie, enfin, si on en veut tellement aux Chinois d'émettre des gaz à effet de serre, bah, il y a une solution qui consiste à reprendre son destin en main et à produire soi-même ce qu'on consomme autant que possible, et donc à réindustrialiser le territoire français, où la part de l'industrie a été divisée par 2 en 40 ans. Là on pourrait par des mesures protectionnistes reconstruire une industrie. Dans mon esprit c'est pas du tout contradictoire, on peut très bien viser une certaine décroissance de la consommation, mais que cette consommation soit adressée par une production française, autant que possible. Après, il y a des échanges commerciaux internationaux, mais... et donc voilà, effectivement, si on dépend moins des importations chinoises, bah, on dépend moins, effectivement, d'importations fortement carbonées. Voilà. Mais du coup, les gens qui critiquent la Chine, mais en restant dans un système de libre-échange où ils dépendent des importations chinoises, c'est un peu contradictoire. Merci beaucoup, Clément Caudron. Merci à vous pour toutes ces explications. On vous conseille de lire le livre Il est urgent de ralentir, manifeste pour une écologie rationnelle et émancipatrice. Donc, il y a beaucoup de données intéressantes sur le constat, sur les solutions, et surtout, comme tu le disais au départ, et ce qui change aussi de beaucoup de livres sur l'écologie, c'est qu'il y a une vraie réflexion politique sur des questions importantes comme l'Union européenne et le capitalisme, et donc que tu critiques de façon aussi très intéressante.
Donc voilà, on vous le conseille. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à très bientôt. Merci encore.